Tu veux savoir ce que les 10 livres auto-édités les plus vendus en 2026 ont en commun? J'ai passé des heures à les espionner pour le découvrir. Perso, j'aurais parié sur la couverture, ou sur le titre, ou même sur la niche. Mais j'avais tort. Complètement tort. Et ce que j'ai trouvé, ça m'a forcé à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur ce qui fait vendre un livre sur Amazon. Ce n'est pas ce que tout le monde te dit, ce n'est pas ce que les formations t'enseignent. Et c'est exactement pour ça que la plupart des auteurs passent à côté. Dans cette vidéo, je te montre tout et à la fin, tu vas regarder tes propres livres différemment. C'est parti! Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette analyse? Parce que je me suis rendu compte d'un truc qui me travaille depuis un bon petit moment déjà. La plupart des auteurs sur KDP, et je parle de la grande majorité, publient en copiant. Pas forcément en plagiant, hein, c'est pas ce que je dis, mais en s'inspirant de ce qui marchait il y a 2 ou 3 ans, en reproduisant des structures un peu vieillottes, une formule périmée, des stratégies qui fonctionnaient dans un marché qui n'existe plus. Et pendant ce temps, les livres qui cartonnent vraiment en 2026, ils font autre chose de différent, quelque chose que personne n'enseigne vraiment. Parce que personne ne prend le temps de regarder. Alors, j'ai décidé de regarder. J'ai pas pris les 10 premiers résultats d'Amazon, ça aurait été trop simple, et puis surtout trop biaisé. J'ai vraiment cherché des livres qui vendent de façon très régulière, pas juste au lancement, pas juste grâce à une poussée publicitaire momentanée. Des livres qui vendent aujourd'hui, qui vendaient il y a 6 mois, et qui vendront très probablement encore dans 6, 12 et 18 mois. Et qui ont toutes été publiées par un auto-édité, évidemment. Et j'ai volontairement diversifié la sélection. Donc fiction, non-fiction, low content, des niches différentes, des profils d'auteurs différents, même des prix différents. Parce que juste je voulais m'assurer que ce que j'allais trouver, ce n'était pas spécifique à une niche, c'était universel. C'était applicable sur n'importe quel livre, dans n'importe quel marché. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand tu regardes ces 10 livres côte à côte, des livres qui n'ont a priori absolument rien en commun, et que tu trouves quelque chose qu'ils partagent tous sans exception, là tu sais que tu tiens quelque chose de sérieux. Et pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé. La plupart des auteurs publient en espérant. Ces 10 livres-là, ils publient en sachant. Et la différence entre les deux, je vais te la montrer maintenant. Parce que identifier ce secret, c'est une chose, mais savoir comment l'appliquer sur tes propres livres, c'en est une autre. C'est exactement ce qu'on va faire. Ok, on est donc sur mon écran et on va aller dans un premier temps voir ces 10 livres différents, d'accord, ces 10 best-sellers. Livre numéro 1, c'est Hypersensible par ici. Un guide de dev perso sur l'hypersensibilité. Il est dans le top 100 de toutes les ventes Amazon, si je dis pas de bêtises, ouais, 96, et ça fait déjà un petit moment qu'il y est. Oh, quoique. Oh, il y a déjà été. Bref, ça fait déjà un petit moment qu'il y est. Il a une note moyenne de 4,8 sur 261 avis et il a été publié il y a à peu près un an. Et pour le coup, il continue encore aujourd'hui de cartonner. Livre numéro 2, Au bord de l'effondrement. Un thriller post-apocalyptique, best-seller, 2749 avis, 4,5 de moyenne. La série, elle a 7 tomes maintenant, publié en 2024, et comme vous l'avez vu, un livre qui n'a rien à voir avec le livre précédent. On passe au livre numéro 3, qui est Investir en bourse avec les ETF, donc un guide pratique sur la finance personnelle. 588 avis, 4,7 de score, encore un univers complètement différent et un super classement depuis très longtemps. Alors qui remonte un peu, qui fait quelques petites vagues, mais un excellent classement depuis vraiment très très longtemps. Ok, livre numéro 4, La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood. Là, on est dans le roman Cozy Fantasy avec sorcière, chat, cottage et tout le tintouin. On a quand même 842 avis à 4,6 en étoiles et accessoirement une collection complète qui se construit tout autour du livre. On a des très bons classements aussi. Ouais, 3000 récemment, c'est vraiment des bons classements. On est dans des bonnes choses. Livre numéro 5, c'est, je pense que vous l'avez déjà tous vu celui-là, Yoga sur chaise pour maigrir. Un guide de fitness plutôt axé sur les seniors quand même, mais un guide de fitness senior
Numéro 1 dans exercice d'étirement, 4,3 étoiles sur 670 avis, ce qui est très, très, très solide. Livre numéro 6, Twisted Minds. On est un peu dans un thriller psychologique, un peu dark romance, si je ne m'abuse. Publié il y a quelques mois et qui est quand même déjà très bien installé. On bascule sur le suivant, qui est un livre pour enfants. Je pense aussi, vous l'avez déjà tous vu, Le secret de la cabane interdite. Donc pour les enfants de 8 à 12 ans. Un excellent BSR, un BSR de Youpla actuel, un BSR de 249 sur tout Amazon français, ce qui est extrêmement solide pour le coup. Pour un livre jeunesse auto-édité, franchement, c'est massif, c'est très bien. Et il me semble savoir que tous les autres livres de cette collection-là performent aussi super bien. Encore une fois, rien à voir avec les livres précédents. Okay. On bascule sur le suivant, La famille Nielsen, un thriller psychologique extrêmement solide, 1954 avis, 4,1. Il a baissé un petit peu, mais 4,1 de score. Et qui a été sélectionné parmi les 10 meilleurs romans policiers par le journal Le Parisien. Donc, qui est aux côtés de Stephen King, qui est aux côtés de Franck Tillier, etc., etc. Et c'est un auto-édité qui fait de très bons chiffres actuellement aussi. Alors, il est un petit peu remonté là pour le coup, mais 8400, c'est quand même quelque chose de très solide pour un livre qui a été publié en 2019. Donc, c'est assez solide pour le coup. Livre numéro 9, encore une fois, rien à voir, un cahier d'écriture cursive, un cahier d'apprentissage pour maternelle et CP. Numéro 1 dans Grenouilles et crapauds pour enfants. Mais un livre qui marche vraiment très très bien en termes de score. On a des très beaux sales rank. Donc, marche assez bien aussi pour le coup. Alors, celui-là, gardez-le bien en tête. Il y a un petit truc particulier que je vais expliquer un petit peu plus tard. Et enfin, le livre numéro 10, un livre de recettes sur les airfryers, un livre de cuisine. On est à 745 avis publiés le 15 octobre 2024. Un excellent BSR aussi. On est à un BSR 317 quand même pour un livre de cuisine independently published, ce qui est vraiment assez solide. Celui-là aussi, mettez-le de côté, on va y revenir, d'accord? Mais voilà, ça, c'est les 10 différents best-sellers que j'ai sélectionnés. On a vraiment de tout, du dev perso sur l'hypersensibilité, on a un thriller post-apo, on a du cozy fantasy, on a un guide d'investissement. Bref, on a 10 univers vraiment totalement différents de par leur sujet, de par leur thématique, etc. Des niches différentes, des formats différents, des prix différents aussi, des auteurs qui se connaissent probablement pas, aussi des publics qui n'ont aucun rapport entre eux. Et pourtant, quand on regarde vraiment, quand on plonge dans la fiche Amazon de chacun, quand on plonge dans leur titre, dans leur description, il y a quelque chose d'absolument frappant qu'ils partagent tous. Et tu vas voir, c'est tellement simple qu'une fois qu'on l'a vu, on se demande simplement comment est-ce qu'on a fait pour passer à côté. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, quand je l'ai vu pour la première fois, au début, j'ai cru que c'était une coïncidence. J'ai vérifié 2 fois, 3 fois. Sur les 10 livres, ce n'était pas une coïncidence. En fait, le secret commun de ces 10 livres-là, c'est qu'ils partent tous d'un état émotionnel très précis que vit leur lecteur. Et ils promettent tous de le transformer en quelque chose de précis. Ok, laisse-moi t'expliquer un peu parce que ça peut sembler un peu abstrait dit comme ça. Mais c'est en réalité la chose la plus concrète que tu puisses appliquer sur tes livres. D'accord? La plupart des auteurs, quand ils créent un livre, ils pensent sujet. Je vais écrire sur la nutrition, je vais écrire sur la méditation, je vais écrire un roman d'aventure. En fait, ils pensent thème, ils pensent catégorie, ils pensent niche. Ces 10 livres-là, ils font l'inverse. Ils ne pensent pas sujet, mais ils pensent lecteur. En fait, ils se posent une question différente. Pas de quoi parle mon livre, mais un total revirement de mentalité. Qu'est-ce que ressent mon lecteur en ce moment et qu'est-ce qu'il veut ressentir après avoir lu mon livre? C'est ça le secret en fait. Ça la différence. Et c'est exactement pour ça que personne n'en parle, parce que ça ne rentre pas dans une case. Ça ne s'appelle pas une technique de couverture ou stratégie de mots-clés. Ça s'appelle juste comprendre son lecteur. Mais vraiment le comprendre au niveau émotionnel, parce que c'est ça qui est important. Maintenant, je vais te montrer comment ça se manifeste concrètement au travers de ces 10 livres. Ok, premier livre donc, hypersensible par ici. Regardez la première phrase de la description. Je ressens tout trop fort. Combien de fois cette pensée a-t-elle traversé ton esprit? Lisez cette phrase à haute voix si vous ne l'avez pas faite, d'accord?
Ça, c'est pas une définition de l'hypersensibilité. C'est pas un résumé du livre. C'est la pensée exacte que se dit l'hypersensible dans sa tête depuis des années. Et la question qui suit, combien de fois cette pensée a-t-elle traversé ton esprit? Elle force le lecteur à se répondre à lui-même. Quand un hypersensible répond mentalement, bon sang, 1000 fois, je me suis posé cette question, en fait, il a déjà acheté le livre dans sa tête. Un auteur qui pense sujet aurait écrit « Ce guide explique l'hypersensibilité et vous donne des outils pour mieux la vivre. C'est plat, c'est mort, c'est invisible. » Cette autrice, du moins ces autrices, ont écrit pour la personne qui vit ça, qui vit cette phase-là, pas pour le sujet. Résultat, numéro 1 dans santé mentale et émotionnelle, top 100 sur Amazon, devant énormément de bouquins de psychologues reconnus, 261 avis, 4,8 sur 5. Premier point pour le principe. Point. Si on se concentre sur le livre numéro 2, Au bord de l'effondrement, ok, un thriller post-apo. Et là, je vous vois venir. Ouais, ok, c'est de la fiction, c'est différent, on ne peut pas penser lecteur sur son roman. Faux, faux, faux. Regarde, les premiers mots, qui fait partie des premiers mots, d'accord? Plus de courant, plus de voiture, ni de téléphone. Le pays est plongé dans un chaos instantané. En fait, 3 petites phrases très courtes, une petite ligne, 3 phrases courtes hachées, et on ressent déjà l'angoisse avant de connaître l'histoire. Et je pense que c'est volontaire pour le coup. Et ensuite la phrase « Mais pour Anna Sheridan, c'est le plus beau jour de sa vie ». Stop. Comment l'effondrement total peut être le plus beau jour de sa vie? Là, tu dois continuer à lire. En fait, ton cerveau, il ne te laisse pas le choix. Il te donne envie de découvrir pourquoi, en fait, si c'est le chaos, pourquoi c'est le plus beau jour de sa vie? L'autrice, elle n'a pas écrit « Voici un thriller avec 2 personnages dans un monde post-apocalyptique ». Non, elles ont identifié que leur lecteur voulait trembler, il voulait s'évader, il voulait ressentir de l'adrénaline. Et elle lui promet exactement ça dès les 3 premières lignes. En fiction, la douleur d'un lecteur, c'est l'ennui ou c'est le besoin d'évasion. Le résultat, c'est l'expérience émotionnelle promise. Mais en un sens, sinon, le principe reste identique. Résultat, best-seller, 7 tomes maintenant, donc le principe marche aussi en fiction. Si on bascule sur le livre 3, à investir en bourse, donc niche finance, qui est quand même une niche qui est plutôt réputée pour des descriptions assez chiantes, assez techniques et assez illisibles, là, c'est plutôt pas mal. Parce que lui, il fait l'inverse. Si vous regardez l'ouverture, le guide complet pour une stratégie gagnante sur ETF, si vous avez du mal à définir votre stratégie d'investissement, vous ne savez pas comment investir en bourse, vous n'arrivez pas à choisir les meilleurs ETF, etc. 4 questions, et chaque question, c'est exactement ce que peut se demander le débutant à 2 heures du mat devant son ordi, à tourner, à tergiverser. Et à chaque question, le lecteur, inconsciemment, il va faire oui, 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 oui. 4 oui d'affilée. Il a déjà acheté le livre, c'est tout. Et si même on pousse un petit peu plus loin, si on a lu la page de vente, si on s'intéresse à cette phrase, en 4 heures de lecture, une personne qui ne connaît rien à la bourse sera capable de mettre en place une stratégie complète d'investissement sur ETF en toute autonomie. Alors, cette phrase, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'il y a une promesse temporelle précise, qui est de 4 heures, un résultat précis et mesurable, qui est la stratégie complète, et en toute autonomie. Là, le débutant, il visualise son dimanche après-midi avec ce bouquin et lundi matin, il a déjà commencé à investir. Un auteur qui aurait été sujet, il aurait plutôt écrit ce livre présente la stratégie d'investissement en ETF. C'est plat, le lecteur il s'en va. Lui, il a écrit pour le mec qui galère avec ça en ce moment, pas pour le sujet ETF, d'accord? Résultat, numéro 1 dans Investir en bourse. 588 avis sur une niche qui est bourrée d'experts reconnus. Et là, on est sur un auto-édité. Si on se concentre sur le livre 4, La fabuleuse histoire d'Azel Fairwood, qui est un cozy fantasy, là, c'est un petit peu plus subtil, c'est même encore plus subtil, parce que l'autrice, elle ne fait pas que pitcher son livre. Elle a directement inclus dans sa description « Ce roman vous plaira si vous aimez ». Et en fait, ça, c'est un portrait émotionnel qui est ultra précis de sa lectrice idéale. Avec tout ce qu'elle a écrit, elle a écrit pas de grands dangers ni de quêtes épiques, mais des roulés à la cannelle, des poulpes géants timides et des fêtes de village enchantés. Ici, elle ne dit pas fantaisie.
Elle dit pas de grand danger, parce qu'elle sait que sa lectrice, elle en a marre des sagas violentes et elle ne veut pas une saga violente. Elle dit rouler à la cannelle, qui est l'image sensorielle qui est parfaite pour un moment cocooning, un dimanche d'automne, de la douceur, etc. En fait, sa lectrice ne choisit plus un livre, elle rejoint un univers émotionnel qu'elle connaît déjà. Un auteur-sujet, il aurait pu écrire par exemple roman de fantasy avec une sorcière et un chat. Ben, elle a écrit pour la personne qui est fatiguée et qui cherche un cocon de douceur pour le dimanche soir. Youpla, 842 avis et toute une collection qui se construit autour. Le même principe. On regarde sur le livre suivant, Yoga sur chaise. Ici, c'est vraiment chirurgical. Si vous regardez le titre, c'est vraiment en fait directement, tout est dans le titre. Yoga sur chaise pour maigrir, défi de 28 jours pour perdre la graisse du ventre en position assise avec des exercices à faible impact en seulement 10 minutes par jour. On n'a même pas besoin de lire la page de vente. Tout est déjà là en fait. Chaque mot va répondre à une objection précise. Sur la chaise, c'est en réponse à « je peux plus me mettre par terre ». Faible impact, c'est en réponse à « j'ai peur de me blesser ». 10 minutes, c'est en réponse à « j'ai pas le temps ». Et 28 jours, c'est en réponse à « je veux un cadre court ». Le titre à lui seul, il désamorce 4 objections. Et la description, elle ouvre comment? Pas avec le yoga est une discipline ancestrale, non. Il ouvre avec l'inactivité et un mode de vie sédentaire peuvent entraîner des problèmes physiques et mentaux. Voilà avec quoi il ouvre. L'auteur ne parle pas du yoga en fait. Il parle de la vie de son lecteur ou de sa lectrice avant le livre et il décrit sa douleur réelle. C'est tout. Et il finit par yopla. Et il finit par imaginez-vous en train de bouger avec aisance et grâce en vous sentant confiant et fort et en prenant plaisir à transpirer. Avec le yoga sur chaise pour maigrir, ce sera votre nouvelle réalité. Ça, c'est super bien fait parce que la lectrice se voit déjà transformée, elle se voit dans sa nouvelle réalité. 670 avis, numéro 1 des ventes, sur un marché bourré de concurrence directe. Pensez lecteur, pensez pas sujet. Si on bascule sur le livre 6, qui est de la dark romance thriller psychologique, ici, c'est le vocabulaire de la description auquel il faut faire attention. On a traque sanglante, on a obsession implacable, désir de vengeance, déterminé à la posséder. Chaque mot, c'est une drogue émotionnelle pour la lectrice de dark romance. Elle ne cherche pas un thriller, elle cherche un état d'obsession, de tension, de dérangement délicieux, vous voyez? Et l'autrice, elle lui livre cet état-là dès la page de vente. Si vous regardez la dernière phrase, une chose est sûre, à la fin de cette histoire, les apparences ne vous auront jamais semblé aussi trompeuses. C'est pas un résumé, c'est une garantie d'expérience. C'est une promesse émotionnelle pure, c'est tout. Elle a pitché la sensation, elle n'a pas pitché l'intrigue. Et sur un marché ultra compétitif, 470 avis, 4,6 d'évaluation globale. Point. Le principe est encore là. Si on bascule au livre suivant, sur le secret de la cabane interdite, donc qui est un roman de jeunesse de 8 à 12 ans. Attention, coup de maître, parce que ce livre est destiné à un enfant, mais juste regardez à qui s'adresse vraiment la description. Première phrase, vous cherchez, alors au-delà du titre, vous cherchez un livre captivant qui tiendra votre enfant en haleine jusqu'à la dernière page. Votre enfant, pas tu vas adorer, votre enfant. L'auteur a compris un truc de fondamental, c'est que ce n'est pas l'enfant qui achète, c'est le parent. Et il s'adresse, au travers de cette page de vente, au parent, pas à l'enfant. Et quelle est la douleur du parent en 2026 que son môme passe sa vie sur les écrans? Il n'a pas le goût de la lecture, il ne lit aucun bouquin. Ici, l'auteur, il ne nomme jamais cette douleur explicitement, mais toute la description va le résoudre, avec des mots comme captivant, tiendra en haleine, style fluide et immersif. C'est exactement ce que cherche le parent. Penser lecteur, ce n'est pas toujours penser à celui qui va lire, c'est aussi penser à celui qui va acheter. Résultat, un BSR de 250 pour un livre jeunesse auto-édité. C'est énorme et numéro 1 dans plusieurs catégories. Le principe encore et toujours est là. Si on bascule sur le livre suivant, La famille Nielsen, qui est un livre auto-édité. Ici, dans sa page de vente, l'auteur fait quelque chose d'assez particulier. Il intègre des avis de blogueurs. Ok, assez classique, mais juste regardez lesquels il a choisi.
huis clos étouffants, angoisse garantie, des personnages mystérieux, etc., etc. Il a choisi des citations de blog à propos de son livre, mais qui redéfinissent l'état physique et émotionnel du lecteur pendant qu'il le lit. Il ne cite pas des avis qui disent « Ok, super livre, je le recommande ». Il cite des avis qui décrivent l'expérience corporelle que va vivre le prochain lecteur. Et là, pour le coup, le lecteur de thriller qui lit cette description, il se dit « Je veux ressentir ça » et il l'achète. Point. L'auteur, il pitch pas l'intrigue, il pitch les sensations, il pitch le malaise, il pitch l'étouffement, il pitch la tachycardie. Plus de 100 000 lecteurs cumulés sur cette trilogie. Pensez lecteur, pas sujet. Ok, maintenant, il faut que je sois honnête avec vous sur les deux derniers. Sur ma sélection de 10 livres, je viens d'en montrer 8 qui appliquent ce principe à la perfection. Mais il en reste 2. Et ces 2 livres-là, c'est l'inverse exact de ce que je viens de montrer. C'est sur du sujet pur. Il n'y a aucune douleur du lecteur, aucune projection émotionnelle et aucune accroche personnelle. Et pourtant, ils cartonnent. Alors, pourquoi est-ce que je les montre? Pourquoi est-ce que je ne les ai pas virés de ma sélection? Parce que ces 2 livres, ils apprennent quelque chose d'absolument crucial sur le principe. Quelque chose qui va te servir directement, et ça, je ne voulais pas te le cacher. Voilà donc ces 2 livres. Le premier contre-exemple, c'est le cahier d'écriture cursive qui est numéro 1 dans sa catégorie. En termes de volume de vente, on a des bons chiffres. On est à 673 pour un livre qui a été publié en 2021, ce qui est énorme pour le coup. Donc, le livre vend. Mais si on regarde sa description, premier paragraphe, si vous recherchez une excellente méthode qui aide et encourage votre enfant à apprendre l'écriture, alors vous êtes au bon endroit. C'est mou, c'est plat et il y a même une faute d'accord dans la phrase. Je ne l'avais pas vu, je viens de le faire, encourager. Et ça, c'est exactement ce que je disais en début de vidéo qu'il ne fallait pas faire. Et à la suite de ça, pour le coup, c'est juste des listes numérotées de fonctionnalités, d'accord? On a les 140 pages, on a, je l'ai vu, le modèle en pointillé, je ne sais plus où il est là. Modèle en pointillé, on a ce genre de truc. On n'a aucune douleur du parent, aucune projection émotionnelle et aucune promesse précise. Donc pourquoi est-ce que ça vend quand même? Il y a 3 raisons. Le premier, c'est que c'est un achat compulsif saisonnier. En fait, là, le parent, il achète en panique fin août ou fin juin. En 30 secondes, il prend le premier truc qui va matcher avec ce qu'il veut. En 2, le titre est quand même assez optimisé en termes de SEO. On a cursive, on a maternelle, on a CP, etc. Là, le SEO compense très clairement le copywriting qui est moyen. Et en 3, le marché parental, il est tellement énorme qu'il y a de la demande pour tout le monde. Mais, et je pense que c'est ça le plus important, c'est que ce livre plafonne. Ce livre ne va jamais devenir un best-seller national, d'accord? Il va jamais avoir de fanbase fidèle. Okay, il vend parce qu'il est au bon endroit, au bon moment, depuis un bon moment d'ailleurs. Pas parce qu'il convainc émotionnellement. Et le jour où la concurrence va le rattraper sur ses mots-clés, il va s'effondrer. Le jour où il va arrêter sa pub, il va s'effondrer. En fait, le principe, il n'est pas indispensable pour vendre, mais il est indispensable pour vendre durablement. Si on regarde sur le deuxième contre-exemple, donc le livre de recettes Air Fryer, vis-à-vis de la description, alors là, c'est un petit peu ridicule. Vous cherchez un livre qui vous guide pour cuisiner facilement et sainement avec votre Air Fryer. Encore une fois, c'est mou, c'est générique. La question, elle pourrait s'appliquer en fait à n'importe quel livre de cuisine. Et pour le reste, c'est juste une liste de cases à cocher directement vis-à-vis des caractéristiques. Il n'y a aucune douleur réelle, il n'y a aucune projection. Donc pourquoi est-ce que ça vend? Parce que l'Air Fryer, c'est l'appareil ménager le plus vendu en France depuis ces 3 dernières années. Il y a une vague de fond qui est quand même imbattable sur l'Air Fryer. Parce que quand des millions d'appareils sont vendus, n'importe quel livre de recettes en français trouve son marché. D'accord? Et l'auteur a aussi fait une chose assez intelligente, c'est qu'il a mis en français dans son titre. Parce que la frustration numéro 1 du marché, c'est les traductions américaines mal faites, avec des dosages en COPS et des températures en Fahrenheit. Sauf qu'il a mis cette intelligence dans le titre, pas dans la description. Juste, imagine si sa description, elle avait commencé par « Votre air fryer prend la poussière ». Un truc comme ça. Les livres traduits que vous avez achetés ont des unités américaines illisibles. Vous regrettez presque votre achat à 150 €. Là, le lecteur se reconnaît. Il est dedans. Il est directement dedans. Et au lieu de ça, il vend grâce à la vague et au timing, pas grâce à son copywriting.
Et c'est exactement le même problème. Ce livre vend, mais il ne maximise pas son potentiel. Il pourrait probablement vendre 3 à 5 fois plus avec une description qui pense lecteur. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce que ces deux contre-exemples nous apprennent vraiment? 3 choses en fait, 3 leçons fondamentales. Leçon numéro 1, le principe n'est pas obligatoire pour vendre, mais il est obligatoire pour vendre durablement. Ces deux livres-là, donc Recette Air Fryer et Cahier d'écriture cursive, ils vendent grâce à la vague, grâce au timing, grâce à la niche. Mais le jour où la concurrence va les rattraper, et je vous assure qu'elle nous rattrape toujours, ils vont s'effondrer. Les 8 autres livres, eux, ils vont continuer à vendre encore dans 5 ans, peut-être même dans 10 ans, peut-être même encore plus loin. Parce qu'ils ont construit une connexion émotionnelle avec leur lecteur. C'est tout. La deuxième leçon, c'est que si tu n'as pas de vague de fond ou si tu n'as pas un mot-clé en or, tu n'as pas le choix. Si tu regardes encore cette vidéo ici, tu n'es probablement pas assis sur l'équivalent de l'air fryer dans ta niche. Tu n'as pas un raz-de-marée qui te porte. Donc, le principe penser lecteur pour toi, en fait, ce n'est pas une option. C'est vraiment ta seule porte d'entrée. Et la leçon numéro 3, même les livres qui vendent grâce à la niche pourraient vendre 3 à 5 fois plus avec une description optimisée qui pense lecteur. Imagine juste le potentiel si l'auteur du livre Air Fryer corrigeait sa description ce soir. Il pourrait vraisemblablement multiplier ses ventes par 3 ou plus sans changer son livre, sans changer sa couverture, juste en pensant lecteur. Et ça, c'est exactement ce que tu peux faire sur tes propres livres dès ce soir. Donc, la vraie différence entre les livres qui cartonnent durablement et les autres, elle n'est pas dans la qualité de l'écriture, elle n'est pas forcément dans la couverture et elle n'est pas dans la chance. Elle est dans cette question. Dans cette question simple que les 8 premiers livres se sont posés et que les 2 derniers, malgré leur succès, n'ont jamais vraiment posé. Qu'est-ce que ressent mon lecteur en ce moment et qu'est-ce qu'il veut ressentir après avoir lu mon livre? C'est ça tout le secret. Donc maintenant, la question qui compte vraiment, c'est comment l'appliquer sur tes propres livres. Eh bien, on va voir ça. Bien, maintenant que tu as vu le principe en action, la question c'est comment est-ce que tu fais ça? Comment appliquer ça sur tes propres livres? Parce que comprendre le principe, c'est bien. L'appliquer concrètement sur tes projets, c'est ce qui change tes résultats. Je vais te donner 3 étapes. 3 étapes concrètes que tu peux commencer à appliquer dès ce soir. Étape numéro 1, tu audites tes livres existants. Alors, pas dans 3 semaines. Ce soir, tu ouvres ta fiche produit Amazon de ton livre et tu te poses cette question. Est-ce que ma description parle de mon lecteur ou est-ce qu'elle parle de mon livre? Si ta description commence par « Dans ce livre, vous apprendrez », si elle résume tes chapitres ou si elle parle de toi ou de ton expertise, mauvais signe, tu parles de ton livre, pas du lecteur. Par contre, si ta description commence par une douleur, si elle nomme exactement ce que ressent ton lecteur, si elle promet un résultat précis, là, tu es sur la bonne voie. Et pour la fiction, même exercice. Est-ce que ta description promet une expérience émotionnelle précise ou est-ce qu'elle résume juste l'intrigue du livre? Un roman avec des personnages attachants dans un univers fascinant versus une histoire qui va te faire rire, pleurer et croire en l'amour jusqu'à la dernière page. Tu vois la différence? L'une décrit le livre, l'autre promet une émotion. Donc vraiment, fais cet audit sur chacun de tes livres. Et puis tu vas voir immédiatement lesquels appliquent ce principe et lesquels passent complètement à côté. Ok, étape numéro 2, tu intègres ce principe dès la conception de ton prochain livre. Parce qu'appliquer ce principe après coup, c'est bien. Mais partir avec ce principe dès le départ, c'est infiniment plus puissant. Avant d'écrire le premier mot de ton prochain livre, tu te poses ces différentes questions. Pour la non-fiction, quelle est la douleur précise que vit mon lecteur idéal en ce moment? Pas quel est le sujet de mon livre, quelle est la douleur précise? Et je veux dire précise. Pas il a du mal à perdre du poids, mais par exemple, il a essayé 5 régimes différents, il a perdu 3 kilos, en a repris 5 et maintenant il ne fait plus confiance à aucune méthode. Tu vois la différence? Là, la deuxième version, elle est tellement précise que le lecteur qui lit cette description se dit « ça, c'est exactement moi ». Et ce lecteur, il achète. Ok, deuxième question. Quel est le résultat précis et mesurable
que mon livre va permettre d'obtenir. Pas il va mieux manger, mais encore une fois par exemple, il va perdre 5 kilos en 6 semaines sans jamais devoir compter les calories. En fait, plus c'est précis, plus c'est puissant. Contre-intuitif, oui, mais prouvé sur les 10 livres best-sellers qu'on vient de voir. Et pour la fiction, c'est pareil. Alors, c'est pareil, mais différemment, évidemment. Quelle est l'émotion que ressent mon lecteur idéal avant d'ouvrir mon livre? L'ennui, la solitude, le stress, le besoin d'évasion, le besoin de frisson, etc. Et deuxième question, quelle est l'émotion précise que je veux qu'il ressente en refermant mon livre? Qu'il soit inspiré, qu'il soit ému, qu'il soit soulagé, excité, amoureux, tout ce que vous voulez. Mais ces deux questions, douleur de départ et émotion d'arrivée, elles doivent guider chaque décision que tu prends sur ton livre. Le titre, la couverture, la description, les premiers chapitres, absolument tout. Et étape numéro 3, tu mesures l'impact. Parce que travailler sans mesurer, c'est naviguer à l'aveugle. Et on a dit que ces 10 livres, ils publiaient en sachant, pas en espérant. Donc, quelles sont les métriques à surveiller après avoir appliqué ce principe? Premier métrique, ton taux de conversion. C'est le nombre de personnes qui voient ta fiche produit et qui achètent. Si tu appliques ce principe correctement, ton taux de conversion doit augmenter. Parce que les bonnes personnes, celles qui vivent exactement la douleur que tu nommes, elles vont se reconnaître et elles vont acheter. Deuxième métrique, la qualité de tes avis. Et je dis bien la qualité, pas juste le nombre. Quand tu nommes précisément la douleur de ton client, il se sent compris. Et les avis qu'il laisse, il le montre. Ce livre semble avoir été écrit pour moi. C'est exactement ce dont j'avais besoin. L'auteur comprend vraiment ce que je vis. En fait, ces avis-là, c'est de l'or parce qu'ils convainquent les prochains lecteurs mieux que n'importe quelle description, mieux que n'importe quelle couverture. Troisième métrique, la vélocité des ventes dans le temps. Un livre qui applique ce principe, il ne s'arrête pas de vendre après le lancement. Parce que les gens qui vivent cette douleur, ils continuent d'exister chaque jour, chaque mois. Et chaque nouveau lecteur qui se reconnaît dans ta description, il achète, point. Réalistement, si tu appliques ce principe correctement sur un livre existant, tu peux déjà commencer à voir des changements dans les 30 à 60 jours. Alors, pas du jour au lendemain, encore une fois, l'algorithme d'Amazon, c'est plutôt lent. Mais progressivement et surtout durablement, tu vois du changement. Parce que c'est pas un hack, c'est pas une astuce, c'est juste une compréhension fondamentale de ce qui fait acheter les gens. Et ça se périme pas. Voilà, on a fait le tour. 10 livres, des niches différentes, des formats différents, des auteurs différents, et un seul point commun, un seul. Ils partent tous d'un état émotionnel précis que vit le lecteur, et ils promettent tous de le transformer en quelque chose de précis. C'est tout, c'est ça le secret en fait. Pas la couverture, pas le titre, pas la niche. La compréhension profonde de ce que ressent le lecteur et la promesse précise de le transformer. Et toi alors, est-ce que tes livres font ça en ce moment? Est-ce que ta description parle de la douleur précise de ton lecteur? Ou est-ce qu'elle parle de ton livre? Est-ce qu'elle promet un résultat précis et mesurable? Ou est-ce qu'elle survole le sujet en espérant que quelqu'un achète? Ou, c'est pareil, si tu fais de la fiction, est-ce qu'elle promet une émotion précise ou est-ce qu'elle résume juste ton intrigue? Vraiment, sois honnête pour le coup. Si la réponse c'est non, tu sais maintenant exactement quoi changer pour vendre plus de livres. Pas dans 3 semaines, dès ce soir. Et si la réponse c'est oui, tant mieux. Tu es déjà dans le camp des auteurs qui publient en sachant, pas en espérant. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, la réponse c'est non. Pas encore, pas complètement. Et c'est normal. Parce que personne ne t'avait montré ça clairement jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu l'as vu sur 10 best-sellers réels, avec des données réelles, une observation, pas de la théorie, d'accord? Et cette observation, elle peut changer quelque chose sur tes livres dès ce soir si tu décides de l'appliquer. La balle est dans ton camp. Alors, verdict, est-ce que tu t'es reconnu dans ce qu'on vient de voir? Est-ce que tes livres appliquent ce principe ou pas encore? Réponds-moi en commentaire, oui ou non,
Tout simplement, je lis chaque réponse sans exception, donc vas-y, lâche-toi. Et maintenant, évidemment, le moment que vous attendez tous, le traditionnel tirage au sort. Vous le savez, chaque semaine, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi. Juste toi, moi et ton business. Et on regarde concrètement ce qui peut changer. Et le grand gagnant de cette nouvelle semaine est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi. Tu peux me contacter directement à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Et on se réserve une date pour pouvoir travailler ensemble. C'est tout. Pour les autres, pas de panique. À chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Ça recommence à zéro et tout le monde a sa chance de participer. Pour participer, c'est ultra simple. Primo, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ensuite, tu mets un petit like à cette vidéo. Et enfin, tu me laisses un commentaire, n'importe lequel, que ce soit une question, que ce soit une réaction, que ce soit oui ou non sur le principe qu'on vient de voir, vraiment tout compte et ton nom entre automatiquement dans le prochain tirage au sort. Donc allez, on se retrouve très vite et d'ici là, une seule chose, passe à l'action. Tu sais maintenant ce que tu dois faire. Salut!